Cette semaine, à l'épisode 24 de Retour sur l'investissement présenté par le Collège de la MREX, moi-même, Nicolas Ray, PDG de la MREX, et mon acolyte Kevin Pépin, qui est en charge de tout ce qui est pédagogie au Collège, allons vous parler de dynamique de marché et les différents types de marchés. Le marché primaire, le marché secondaire, le marché tertiaire. Et également, c'est quoi les facteurs démographiques qu'il faut surveiller pour être capable de prendre une bonne décision par rapport à quelle ville va représenter le prochain achat au niveau d'un immeuble multilogement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. All right, épisode 24 déjà. Fait que cette semaine, on a un petit treat pour les gens qui nous écoutent. Un petit dessert, si on veut. On va rentrer dans les différents marchés. Oui, les dynamiques de marché, en fait. Dynamiques de marché, exact. Survoler un peu ce qui compose le fondamental en immobilier, puis comment caractériser les marchés. On va commencer en fait par se présenter pour commencer. Par se présenter, bien oui, Nicolas Riche, je suis PDG fondateur de la MREX. Toi, mon acolyte? Kevin Pépin, professeur à MREX et investisseur immobilier. C'est vraiment le fait que je dis à tout le temps, toi, mon acolyte, là, c'est comme le branding de Retour sur l'investissement. Ça, je peux jamais arrêter de le dire, en fait. Même à 50e épisode, parce qu'on va en faire 50, on va continuer à le mentionner. Oui, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, au niveau des dynamiques de marché, je pense que la première chose qu'on pourrait commencer par parler, les gens doivent au moins comprendre cette base-là au niveau des dynamiques de marché, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les marchés primaires, les marchés secondaires, puis les marchés tertiaires. Puis tu sais, c'est pas blanc et noir. Là. On peut pas vraiment... Il y a certains marchés qui sont peut-être tertiaires ou secondaires ou qui ont même des caractéristiques d'un marché primaire. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est difficile de classifier les différentes villes ou les régions métropolitaines. Mais au Québec, ça reste que c'est assez facile à comprendre. Tu sais. Fait qu'un marché primaire... Bien, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le label qu'on a attribué à ça, c'est pas les marchés primaires, secondaires et tertiaires dans l'économie qui est basé sur la diversité de l'économie de ce marché-là. Exact. Alors, principalement, c'est basé sur... on pourrait faire référence un peu en finance quand tu analyses un produit financier, que tu l'achètes à prime au pair ou à escompte. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, dans un marché primaire, en fait, donc c'est un marché qui va être à prime. C'est-à-dire qu'on prend notre valeur économique, c'est-à-dire notre valeur finançable comme étant le point de référence. Et tout ce qui est au-delà de cette valeur-là nécessite que l'investisseur sorte 100 de mise de fonds. Exact. Donc, on le mentionne dans différentes vidéos. On prend toujours l'exemple du 1 million. Donc, on a une valeur, mettons, un coût d'acquisition à 1 million. Notre valeur économique est à 900 000. Bien, entre le 1 million et le 900 000, bien, l'investisseur va devoir sortir 100 de mise de fonds. Tout à fait. Et évidemment, cette prime-là, elle a une raison d'être, en fait. C'est que dans ce marché-là, c'est un marché qui est beaucoup plus liquide. Donc, on va regarder différents indicateurs économiques qui permettent de caractériser aussi ce marché-là. C'est clair. Puis, tu sais, l'exemple, les deux premiers exemples super faciles à comprendre au Québec, c'est Montréal puis la ville de Québec, en fait, qui sont nos marchés de primaire, finalement. C'est des marchés, tu sais, si on compare Montréal-Québec à, exemple, des marchés secondaires, on pourrait parler au niveau du marché secondaire, on pourrait parler de Trois-Rivières, on pourrait parler de Sherbrooke, entre autres. Gatineau aussi, Gatineau, exact. Puis des marchés tertiaires, on va rentrer dans les plus petits marchés, comme justement Victoriaville, qui est un exemple très commun. On pourrait rentrer dans un marché comme Granby aussi, Saint-Jérôme. Donc ça, c'est plus des marchés qui sont considérés comme des marchés tertiaires. Puis tu sais, c'est sûr qu'on peut débattre que peut-être que Granby, c'est plus secondaire que tertiaire. Il y a différentes manières de le voir, mais c'est pas vraiment ça l'important. L'important aussi, c'est de comprendre et de comparer des pommes avec des pommes. C'est toujours ça qu'on veut faire en immobilier. On veut toujours essayer de normaliser, comme on fait avec les dépenses, pour être capable d'établir des valeurs économiques, pour être capable d'établir des TGA qui se comparent. Parce que on ne veut pas faire l'erreur, comme investisseur immobilier, de dire « je vais acheter un immeuble à Victoriaville parce qu'il se vend à un TGA de 6, au lieu d'acheter un immeuble à Montréal qui se vend à un TGA de 5, parce que l'immeuble à Victoriaville, il est moins cher. Il est moins cher de la porte, il est moins cher au niveau du prix absolu, il est moins cher au niveau du TGA. Même sa valeur économique. Exact. C'est pas parce que tu l'as ta valeur économique, c'est nécessairement la meilleure transaction. Exactement. Puis le phénomène de prime, c'est pas parce que tu achètes un immeuble au-delà de sa valeur économique que tu es dans un marché primaire. Tu pourrais, à la limite, dans un marché comme Sherbrooke, Trois-Rivières,
acheter un immeuble au-delà de sa valeur économique, puis être quand même considéré comme dans un marché secondaire, Absolument. de par les indicateurs économiques de ce marché-là. Absolument. Fait qu'en immobilier, on a, au niveau du revenu des ménages, on a la croissance démographique, on a le PIB qui rentre en ligne de compte, on a Création d'emplois. Création d'emplois va être dedans aussi. Donc, c'est tous des indicateurs économiques qu'on va utiliser pour juger de est-ce que le marché, il y a vraiment un gros dynamisme et ça va faire en sorte que le marché va être beaucoup plus liquide ou non. Exact. Parce qu'à Montréal, par exemple, on va payer, on va y aller avec notre exemple d'1 million, on va payer 100 000 la prime. Ouais. Alors oui, l'investisseur va devoir sortir plus, mais la journée qu'il va revendre cet actif-là, si le marché est toujours aussi liquide et efficient, bien, il va la récupérer, cette prime-là, et même plus. Et même plus, exact. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que tu vas acheter dans un marché tertiaire à la valeur économique, ou même que tu la jettes inférieure à la valeur économique, d'où le concept du profit à l'achat, donc d'acheter en dessous d'une valeur qui en réalité serait finançable. Bien, c'est pas parce que tu vas acheter dans ce marché-là que tu as fait nécessairement une meilleure transaction, parce que tu te retrouves dans un marché plus illiquide. Puis le concept que je vais essayer d'hyper simplifier pour les gens qui écoutent, là, mais c'est un concept en statistique de variance. Puis c'est ça qui amène qu'un marché aussi va se transiger à une prime. Tu sais, exemple, Montréal, si on s'en va dans vraiment un prime spot d'un marché primaire comme Montréal, fait qu'on va aller à Outremont, par exemple, puis ça va se transiger à 100 000 ou 150 000 au-dessus de la valeur économique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, tu vas le récupérer à la disposition lorsque tu vas vendre ton immeuble, cette prime-là que tu as payée en cash, et peut-être même plus. Mais c'est ce peut-être-là. Puis ce peut-être-là, c'est le concept de variance. Parce que si on dit qu'il y a 80 de chances que tu récupères ta prime que tu as payée à l'achat, et même plus, puis qu'il y a 15 de chances que tu récupères juste ta prime, puis il y a 5 de chances que tu ne la récupères pas. Mais on compare ça avec une transaction, on va dire, à Napierville. Tu as acheté un bloc à Napierville. Tu as payé sous la valeur économique. Tu as fait du profit à l'achat tel qui a été enseigné autrefois. Sauf que le problème avec cette transaction-là, c'est au niveau de la variance. Parce que peut-être que tu as 80 de chance de même vendre encore moins cher lorsque tu vas le revendre. Fait que tu vas même reperdre encore plus parce qu'à Napierville, il n'y a pas de croissance d'emploi, il y a peut-être même une perte d'emploi, il y a peut-être une migration nette négative. Puis les loyers sont peut-être en train de descendre, les taux d'occupation sont peut-être en train d'augmenter. Fait que tu as peut-être 80 de chance de revendre moins cher que ce que tu as acheté versus l'immeuble que tu as payé plus cher à Montréal, que tu as 80 de chance de revendre plus cher. Bien, ça, il faut être capable de conceptualiser ces probabilités-là puis de comprendre que c'est pour ça que le marché, en général, est prêt à payer plus cher pour des immeubles à Montréal que pour des immeubles à Shawinigan. Parce qu'il y en a un qui offre un cash flow plus stable, plus constant, tandis que l'autre, il y a un potentiel de risque ayant un cash flow qui est moins stable. Absolument. Puis c'est pour ça que le cash flow est plus grand dans les marchés tertiaires puis dans les marchés secondaires versus un marché primaire, parce que ça vient contrebalancer ce risque systémique-là. Parce que si tu achètes un bloc à Shawinigan ou à Victo, dans un marché qui est plus risqué comparativement à Québec ou à Montréal, bien, normalement, tout investisseur moyennement éduqué et sophistiqué va dire bien, je vais prendre plus de risques dans l'acquisition, mais en contrepartie, je veux que sur mon tu sais, quand on parle de rendement, là, on parle de cash flow annuel, donc la dividende, si on veut, ou le surplus de trésorerie. On parlait de capitalisation d'hypothèque, puis on parlait de prise de valeur, plus value ou d'appréciation. Bien, au niveau de ce rendement-là qui est trifactoriel, si tu es dans un marché risqué ou tu as un immeuble qui est risqué, tu vas vouloir avoir un plus gros pourcentage de ton rendement global en cash flow. Tu le veux tout de suite. Parce que tu sais que le reste de ton rendement est hyper risqué, ça se peut que tu ne le reçoives jamais. Exact, parce qu'il était liquide. Exactement. Donc, ça peut qu'il n'y ait pas nécessairement d'investisseurs qui vont être prêts justement en fait, il n'y aura pas autant d'investisseurs qui vont être prêts à acheter ton immeuble. Donc, l'équité que tu as dedans, il est liquide, à moins d'être capable de le refinancer à ce moment-là. Puis, pour revenir justement au marché primaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens on regarde dans le passé, ils vont se dire que l'immobilier a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Donc,
Oui, de par le fait du marché, de la baisse des taux de qualification, ça a augmenté une capacité d'emprunt. Parce que, bon, l'emprunt hypothécaire, c'est une valeur actualisée d'une annuité, donc le paiement hypothécaire qui a une durée. Ouais. Mais ultimement, c'est un produit financier, l'immobilier. Absolument. Et quand on parle de produits financiers, on parle de risque-opportunité, on parle de risque-rendement. Et justement, il s'est passé un mouvement dans le marché dans les dernières années, dû par l'instabilité économique, le manque justement d'inflation, de la croissance économique. Ouais. Donc, tout ça ensemble, qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout rentrer assez complet. Le là. manque de confiance envers le marché boursier. Le manque de confiance, les scandales, la Ouais. volatilité des marchés, bref, a fait en sorte que le multilogement a été considéré comme une classe d'actifs qui offrait justement un rendement beaucoup plus stable. Absolument. Donc, cette demande-là a justement créé ce type de prime qu'on voit dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Absolument. Puis encore plus au Canada, dû à la stabilité du système bancaire qu'on a eu. Tu sais, les gens au Québec, on ne se rend pas compte réellement à quel point que le crash de 2008 a eu un effet incroyable sur les gens. Puis quand tu commences à aller te promener aux États-Unis, comme moi je fais, puis tu parles avec les gens, écoute, à la conférence à laquelle j'étais à Seattle au printemps, là, il y a au moins une vingtaine d'investisseurs qui m'ont mentionné l'enfer qu'ils ont vécu au niveau du crash. Pas au niveau immobilier nécessairement, mais au niveau de la perte d'emploi, au niveau de la difficulté de retrouver d'autres emplois. Écoute, ça a vraiment affecté les Américains beaucoup plus que nous. Puis ça, ce que ça a eu comme effet aussi, c'est que il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Européens qui ont fait le choix de venir investir leur argent, oui, dans l'immobilier, mais dans l'immobilier canadien. Puis ces gens-là, ils viennent soit directement, ou ils viennent avec des prête-noms, ou ils le font à travers des membres de la famille. Et ça a un effet assez grand sur le marché. Il y a beaucoup d'articles en ce moment qui sortent, qui essaient de dire le contraire, là. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent des statistiques un peu pour dire le contraire, qui ont analysé toutes les transactions, puis que il y a juste X% que c'est des transactions d'étrangers. Mais ces gens-là n'ont pas fait l'investigation de voir, OK, mais y a-t-il un contrat de prête-nom d'un? Moi, je sais, j'ai été impliqué dans des transactions, puis il y avait des contrats de prête-nom, là. Fait que même si tu regardais au registre foncier, c'était pas réellement ça la transaction. C'est même au-delà de ça dans le marché boursier. Ouais. Donc, la mondialisation, justement, puis cette expansion-là, l'ouverture de tous les marchés mondiaux, Ouais. fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui s'est tournée vers le multilogement Absolument, comme absolument. une classe d'actifs beaucoup plus stable. Absolument. Et ça, il y a le track record de ça, je veux dire, à moins d'analyser des REITs ou des fonds privés où est-ce que tu n'as pas accès à l'information, c'est beaucoup plus difficile. Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tu sais, s'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les marchés capitaux, donc dans tout ce qui est au niveau des obligations, marché boursier, tout ça, c'est là que le coût des fonds devient moins cher. Fait que, tu sais, on regarde les taux d'intérêt dans les 5 dernières années qui ont été historiquement bas. C'est normal qu'après ça, dans un marché comme Montréal, les immeubles se transigent plus cher que la valeur économique. Parce que, en réalité, si le taux d'intérêt est tellement bas, puis tu sais, il y a eu des transactions, là, je veux dire, des 100 logements, ça se vendait ça se finançait sous la barre des 2 de taux d'intérêt. Ouais. Ce que les banques font en contrepartie, c'est qu'ils resserrent les normes hypothécaires, les normes de crédit. Fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir un prêt. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir un prêt. À 1,8 là, tout le monde, sa mère veut devenir investisseur immobilier, puis ils veulent avoir des prêts hypothécaires pour acheter des propriétés à revenus, parce que le coût des fonds est tellement bas. Fait que ça fait en sorte que tu peux aller chercher un gros rendement. Alors, ce que les banques ont commencé à faire, c'est qu'ils ont resserré la vis. Ils demandaient des meilleures cotes de crédit. Tu sais, dans le temps, les gens disaient pas besoin d'avoir une bonne cote de crédit, ton dossier de crédit n'est pas important, c'est la rentabilité de l'immeuble qui est important. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Parce qu'on a vécu tellement des taux d'intérêt bas que c'est rendu que le dossier de l'emprunteur est extrêmement important. Parce que c'est la manière pour la banque de venir limiter. Parce qu'il y a tellement de demandes pour les hypothèques. Eux autres, ils ont seulement une quantité limitée d'offres à ces taux d'intérêt-là. Puis, moi, depuis 2013, que je le dis tout haut, tout fort, puis tu sais, les gens peuvent retourner dans mes posts Facebook, là, puis dans mes vidéos Facebook depuis des années, là, où je dis que même si les taux d'intérêt vont réaugmenter, comme qu'ils ont fait dernièrement, les TGA vont continuer à rester stables ou même vont continuer à compresser. Donc, les immeubles vont continuer à se vendre au même prix et même plus cher.
Puis quand on comprend l'effet de rebond ensuite des taux d'intérêt, c'est que les taux d'intérêt, eux autres, là, on est dans une phase de transition. C'est un peu bizarre comme phase, là. Mais quand on va sortir, si on sort de cette phase de transition-là, puis que les taux d'intérêt, on va dire, remontent à 6 ou à 7 ou même à 8 comme c'était au début des années 2000, les gens pensent qu'automatiquement, les TGA vont monter. Qu'automatiquement, les immeubles vont se vendre moins cher. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. S'il y a encore autant de monde qui veulent investir en immobilier, il va encore avoir beaucoup de demandes. Mais la banque, elle, pour contrebalancer le fait que maintenant, son taux d'intérêt est tellement cher, puis que oui, il y a beaucoup de demandes, mais il y en a moins qu'avant, ils vont slacker un petit peu sur les conditions, comme dans les années 2000, comme dans les années 90. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, peut-être que la valeur économique va être affectée différemment que lors de la baisse des taux, mais ça va quand même être plus facile d'avoir un prêt hypothécaire. Tu vas pouvoir avoir un prêt hypothécaire multilogement avec une cote de crédit peut-être de seulement 5,90 ou 600, puis avec un salaire annuel de 15 000 parce que tu ne déclares pas tes revenus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Fait qu'ils viennent contrebalancer. Exact. Les nombres de crédits devraient être plus souples parce que, comme tu dis, en fait, le business d'une institution financière, c'est de prêter de l'argent. Oui, exact. Il faut comprendre que dans son taux d'intérêt, l'institution financière compose ce taux d'intérêt selon différentes primes de risque qu'elle attribue, dont son coût d'opération, des primes par rapport à l'inflation, sa prime aussi quand elle va se financer au niveau des obligations hypothécaires, donc son coût des fonds. Son coût des fonds. Ouais. Et dans toute cette composition-là du taux, qui est son coût des fonds, mais tu as sa marge justement de profit. Ouais. Mais ultimement, c'est, comme tu le mentionnes, effectivement, plus de gens peuvent se financer, donc elle resserre les nombres de crédits pour ça d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion de risque. Exact. Et dans une hausse des taux, moins de gens peuvent se financer. Donc à ce moment-là, pour pouvoir faire plus de prêts, on vient assouplir en fait les normes de crédit. Absolument. Tu sais, un des key indicators en immobilier, c'est, on a parlé comme tout à l'heure, le facteur démographique. Ouais. Puis avant de rentrer dans l'analyse un peu du marché secondaire et tertiaire, comme on les a appelés, l'avenir au niveau démographique, c'est très intéressant quand on va lire toutes les études qui ont été faites par Statistique Canada et des démographes. Dans le fond, ce qu'on s'apprête à voir dans les 20 prochaines années, c'est un accroissement naturel au niveau de la naissance qui va être inférieur au nombre de décès. Ouais. Puis on a au Québec une migration interprovinciale qui est négative. Mm-hmm. Donc, le facteur démographique, la croissance démographique des prochaines années va être principalement sur la migration internationale. Ouais. L'immigration, autrement dit. Oui, carrément, parce que, je veux dire, c'est important de le savoir, parce que comme investisseur immobilier, on doit positionner des produits. Parce qu'un immeuble, ça comporte des loyers. Ces loyers-là, c'est un produit. Bien, ces produits-là, on doit être capable de les adapter à la demande. Et ça, c'est une des caractéristiques, justement, des marchés primaires. Donc, d'où est-ce que l'immigration internationale va se positionner? Quelle va être la demande aussi de ces personnes-là? Ça va être des facteurs très, très importants dans les prochaines années. C'est quoi le genre de produits qu'ils recherchent? C'est quoi le genre de produits qu'ils peuvent se payer? C'est quoi les conditions qui viennent avec? Donc, tu sais, ça, c'est super important. Puis, ça amène à un autre point. Puis, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper politisé, puis je ne veux pas rentrer dans la politique non plus. Mais, veux pas, on a vu beaucoup dans les derniers temps, au Québec, tu sais, une espèce de grogne par rapport aux immigrants. Puis, tu sais, on dit qu'on n'est pas raciste au Québec, ce qui est encore discutable. Mais bref, il y a beaucoup de gens, je vois les commentaires de gens qui sont comme « Ah, les immigrants, puis ci, puis ça, puis on veut pas les accueillir chez nous, tout ça. » Puis c'est drôle parce que c'est des gens dans mon Facebook, puis c'est des gens qui sont propriétaires d'immeubles à revenus. Mais si tu es propriétaire d'immeubles à revenus là, au Québec, puis que tu ne penses pas prendre ta retraite d'ici 5 ans puis vendre tes immeubles, là, tu devrais être probablement une des personnes les plus pro-immigration au Québec. Tu devrais voter en fonction de la pro-immigration au niveau québécoise et canadienne parce que ta valeur, la valeur future de tes immeubles, puis la prise de valeur, l'appréciation potentielle de tes immeubles est beaucoup liée à l'immigration future également. Oui, clairement. Au niveau démographique, c'est à la base, en fait. Donc, c'est vraiment un des indicateurs qui va être à surveiller, mais j'invite les auditeurs à prendre connaissance de ces différents articles-là. Et il y a aussi, évidemment, les programmes de logement abordable que la CHA ont toujours eu, mais qu'en mai 2017, il y a eu certaines modifications. Une mise à jour. Puis, Il y a eu des enveloppes de plus qui ont été établies pour ça.
Mais c'est intéressant de lire justement leur programme. Il faut comprendre la CHL, c'est un assureur fédéral, mais qui a vraiment une vision très macroéconomique au niveau de l'immobilier. Absolument. Et comme de fait, quand tu vas sur leur portail, tu as autant des analyses des revenus des ménages que de la population. Donc, tu as toute cette analyse démographique-là. Donc, bref, les programmes de la SCHL, en fait, devraient suivre et continuer à suivre cette tendance-là dans les 20 prochaines années. Quelque chose qui peut être un peu complexe, puis ça, moi, j'ai hâte de surveiller ça de près dans la prochaine décennie, c'est, tu sais, justement, au niveau de l'emploi. Parce que là, on est dans une nouvelle réalité que les démographes et les urbanistes ont commencé à attaquer. C'est que même s'il n'y a pas de création d'emplois dans certaines villes, il n'y a pas de migration négative à cause du concept des entreprises distribuées. C'est-à-dire une entreprise qui permet à ses employés de ne pas être obligés de venir au bureau puis de pouvoir travailler de n'importe où. Tu sais, j'étais dans un événement dernièrement, puis je parlais avec un gars qui est programmeur au niveau informatique, puis il travaille dans une compagnie de San Francisco, puis il habite sur la rive sud de Québec, puis il va là peut-être 5 fois par année, là, puis il travaille de son bureau de chez eux à Québec. Mais ce gars-là pourrait habiter en Beauce, il pourrait habiter en Gaspésie, il pourrait habiter dans le nord du Québec, il pourrait habiter en fait n'importe où. Donc ça aussi, ça amène une nouvelle réalité, parce que les villes, il y a une urbanisation, il y a une densification qui se fait, qui s'est faite puis qui continue à se faire. On regarde la ville de Québec, ils veulent vraiment densifier la ville, ils veulent que la ville arrête d'élargir, puis ils veulent ramener les gens vers le centre-ville. Sauf que ça, ce que ça a comme effet, on le voit au centre-ville de Montréal, ça devient dispendieux d'habiter au centre-ville, ça devient dispendieux d'habiter en ville. Donc les gens veulent sortir de la ville, ils veulent avoir plus d'espace de vie, plus de terrain, ils veulent que la vie leur coûte moins cher. Mais imagine en plus si de plus en plus d'emplois sont distribués, que les gens peuvent travailler de la maison, peuvent travailler juste de leur ordinateur, puis qu'ils peuvent travailler n'importe où. Ces gens-là, là, exemple, sur la rive-sud de Montréal, c'est même plus une question de « je vais-tu partir de l'île de Montréal pour aller habiter à Brossard ou à Chambly ou à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que je vais partir de Montréal pour aller habiter à Rougemont, puis à Bedford, puis à Shefford, puis à des endroits encore plus reculés? » Puis là, dans cette optique-là, quelqu'un qui achète dans les marchés tertiaires, il pourrait avoir un hedge qui est créé au niveau de sa spéculation de prise de valeur potentielle future. Exact. C'est sûr que le risque associé à ce type de spéculation-là doit être immensément grand, mais ça amène le point qu'il faut être capable, comme investisseur immobilier, si on achète des blocs, c'est important de comprendre ce qui se passe avec le mouvement. Où est-ce que la POC s'en va? Hein? Où est-ce que la POC s'en va? Comme on a parlé avec Martin, là, le mouvement des villes, où est-ce que les emplois s'en vont, les travailleurs s'en vont où, comment que les villes se développent. C'est un côté qui est quand même extrêmement important à comprendre, puis que je pense que c'est quelque chose que les propriétaires de blocs n'ont jamais vraiment eu à être conscients de tout ça dans le passé. Non, parce que dans les dernières années, en fait, le marché travaillait pour tous les propriétaires d'immeubles. Exact. Donc, on pouvait très, très mal gérer notre revenu net normalisé. Et juste par la baisse des taux de qualification, on avait une capacité d'emprunt qui était supérieure. Mais maintenant, si on retourne directement à nos trois marchés qu'on a caractérisés de primaire, secondaire et tertiaire, au niveau du marché secondaire, qui est un marché, moi, personnellement, je trouve très, très intéressant. En fait, c'est un marché qui n'a pas toutes les caractéristiques de liquidité du marché primaire et qui n'est pas totalement illiquide, qui est comme entre les deux, en fait. C'est un marché où est-ce qu'on va retrouver plus ou moins des primes au-delà de la valeur économique, ou parfois, on va avoir des immeubles à escompte. Donc, on va avoir une valeur économique, exemple, de 500 000 et on va acheter l'immeuble 450 000. Donc, c'est des marchés qui ont quand même un potentiel de croissance intéressante parce que, advenant le cas où est-ce que ce marché-là deviendrait un marché primaire, c'est-à-dire beaucoup plus liquide, mais toutes les personnes qui ont fait des acquisitions au moment où il était secondaire, soit sensiblement au pair, ils vont se retrouver avec de l'équité plus liquide, une plus grande demande, une croissance au niveau des loyers qui va être beaucoup plus rapide aussi. Donc, c'est un marché qui est comme entre les deux, qui comporte des risques et opportunités quand même assez bien équilibrés. Là. Absolument. Puis, mais ça rentre toujours dans le côté spéculatif. Puis, plus qu'on veut spéculer, il faut être capable d'avoir accès à du data, il faut être capable de comprendre comment que ces cycles de marché fonctionnent là. Puis, comme tu dis, un marché secondaire peut être extrêmement intéressant si on a la croyance puis qu'on a le data qui nous indique que c'est un marché qui s'en va vers plus un marché primaire. On avait la discussion dernièrement, exemple, sur Gatineau.
qui est une espèce d'hybride, parce que Gatineau, étant collé à Ottawa, c'est un marché secondaire, mais qui a des caractéristiques de marché primaire. Donc, pour les gens de Gatineau, il faut qu'ils soient capables de surveiller vers où que ça s'en va, parce que si, justement, le marché finit par offrir des rendements puis des prix d'un marché primaire, mais que tu as acheté quand c'est encore des rendements de prix secondaires, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais la même chose est pour... le même risque existe de l'autre côté, d'un point de vue négatif. On prend un marché comme Murdochville, j'en ai parlé aussi dans le dernier épisode, qui est un marché tertiaire, même plus petit que ça, puis qui a fini par être un marché non existant. Shawinigan, c'est un exemple que les gens ont souvent d'un marché tertiaire. Sorel, les marchés tertiaires, vers où ils s'en vont, ces marchés-là? Puis oui, les immeubles se vendent pas cher, mais ils se vendent pas cher parce qu'il y a beaucoup de risques associés à l'appréciation ou la dépréciation de ces marchés-là dans le futur. Puis ça fait en sorte que la valeur que tu as à risque est immensément grande. Le risque de perdre la valeur complète de ton immeuble est réel. Ouais. À Montréal, là, le risque de perdre la valeur de ton immeuble et de ton argent n'est pas vraiment réel, est très improbable. À cause des key indicators, les indicateurs clés de démographie, revenu des ménages, la PIB, quantité d'acheteurs emploi. aussi. Il ne faut pas oublier l'inventaire. Ouais. Le marché multilogement, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc, il y a toujours une question d'inventaire puis de quantité d'acheteurs. Puis, il y a un investisseur qui me parlait d'une transaction fabuleuse qu'il a faite à Saint-Lin de Lin-Lin. Je ne me rappelle pas exactement quel village. Puis il dit, j'ai acheté cet immeuble-là, je l'ai payé en bas de la valeur économique. Le vendeur m'a financé la mise de fonds complet. La caisse a accepté balance de prix de vente pour la mise de fonds complet. OK. C'est sûr que c'est comme dans les vieux livres des années 2000 qu'on entend parler. Sauf que c'est extrêmement risqué comme transaction, d'un, parce que, je veux dire, il y a une fermeture d'une usine dans ce coin-là, puis l'immeuble ne vaut plus rien. Ouais, les gens n'ont plus d'emploi, sont plus capables de payer, ils se remontent sur l'aide sociale, ils sont pas capables d'accepter des augmentations de loyer, ils commencent à s'occuper de moins de leur logement et tout ça. Puis le problème aussi, c'est qu'à la disposition de cet immeuble-là, il va falloir que la personne qui a acheté l'immeuble avec ces conditions fabuleuses-là, il va falloir qu'elle revende avec ces conditions fabuleuses-là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va acheter des immeubles dans ce coin-là. Fait que ça fait en sorte que même lorsqu'il va revendre, il ne pourra pas tout ressortir ses billes, parce qu'il va être aussi obligé de revendre en bas de la valeur économique avec une grosse balance de prix de vente. Donc, c'est ne pas à négliger à ce niveau-là. Quelque chose qui est moins réel dans un marché comme Montréal ou dans un marché comme Québec, parce qu'il y a tellement une grande quantité d'acheteurs, ce qui fait que le marché est plus liquide. Exact. Cette notion-là de liquidité et d'illiquidité des marchés, quelque chose qui est très peu connu ou considéré lorsqu'on prend une prise de décision d'investissement en immobilier multilogement. Puis justement, on disait que les marchés secondaires, on était sensiblement financés sur notre valeur économique, alors que dans les marchés tertiaires, c'est principalement la valeur marchande. Donc, on a des marchés où est-ce que les immeubles ont des ratios de couverture de la dette largement supérieurs au nombre de crédits. Ouais. Donc, ce qui permet de faire des genres de balance de prix de vente, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Le fameux concept du profit à l'achat est encore existant dans ces marchés-là parce que si on achète en dessous de la valeur marchande, qui est la valeur finançable, bien, cette différence-là, on appelle le profit, bien, lui, il est finançable. Donc, au refinancement, on va pouvoir faire du levier sur ce gain-là à l'achat qu'on a fait, quelque chose qui n'est pas existant sur le marché secondaire et primaire. Sauf qu'à la revente, qui est illiquide. Sauf qu'à la revente, on se retrouve avec un problème d'illiquidité. Ouais. Tu as une facture d'impôt qui s'en vient. Facture d'impôt, on a une plus faible croissance aussi au niveau des loyers, dû par les indicateurs économiques qu'on a mentionnés tantôt. Exact. Fait que c'est un couteau à double tranchant, il faut vraiment faire attention. Clairement. Puis le choix, en fait, d'immeubles dans ton portefeuille immobilier, si tu n'achètes pas juste pour être proche de tes immeubles, mais vraiment te composer un portefeuille, de vraiment être réfléchi en conséquence. Absolument. Parce que d'une part, dans le marché primaire, ton rendement va être beaucoup plus illiquide de par la capitalisation qui va être plus grande, dû à un cash flow plus petit, mais tu es plus liquide si tu arrives pour faire une revente. Exact. Dans le marché secondaire, tu te retrouves un peu avec un guess, en fait, d'un marché qui est sensiblement en croissance et qui va atteindre ultimement une liquidité comme le marché primaire. Et dans notre marché tertiaire, bien, on se retrouve avec beaucoup plus de cash on cash, mais où est-ce que notre équité est beaucoup plus illiquide. Exact.
Bref, tout ça pour arriver à une conclusion que c'est pas juste une question de regarder un immeuble, un prix de manière statique. Il faut comprendre cet immeuble-là à l'intérieur du marché dans lequel il se retrouve. Au niveau, exemple, c'est quoi le quartier, mais il faut également considérer les différents marchés. Puis comme investisseur immobilier, je pense que c'est important de ne pas seulement regarder une ville, de regarder différentes villes, différentes régions et de garder un œil sur tout ce qui est au niveau démographique et macroéconomique si l'investisseur immobilier veut réussir dans les 10, 15, 20 prochaines années. C'est là que ça s'en va. Absolument. Vraiment, la mondialisation puis l'ouverture à tous les autres marchés s'en va vers là. La sophistication dans la macroéconomie va devenir de plus en plus importante. Absolument. Cool. Écoute, on souhaite une bonne semaine à Yes. toutes les personnes, tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page Facebook, à la page LinkedIn, à la page YouTube, peu importe c'est quoi votre préférence. On est également sur Google Play, iTunes, Stitcher et toutes ces belles plateformes-là. Et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci tout le monde.